Donc, salam alaikum à tous et à toutes. Barakallahu fikum pour le temps que vous allez m'accorder. Donc, là, webinaire aujourd'hui sur le sujet de la protection de son épargne et de la transmission de son patrimoine. Donc, on va essayer de voir en deux temps toute la partie protection de l'épargne, parce on va évoquer deux sujets, donc l'inflation et la thésaurisation. Et puis aussi, on va évoquer le sujet de la transmission de son épargne, de son argent. Et puis, l'idée aussi, c'est de vous présenter donc deux solutions complémentaires qui peuvent vous permettre aussi bien d'investir votre argent, donc de protéger votre épargne et aussi de préparer la transmission, donc en l'occurrence l'assurance vie et l'épargne retraite. Donc avant d'attaquer le sujet, déjà vous faire une présentation de 576i. Je vais aussi me présenter. Donc moi je suis Abdelkarim Boutera, donc je suis responsable du pôle patrimonial chez 576i. Donc je suis aussi conseiller financier. Donc pour vous présenter 576i, donc on est un cabinet de gestion de patrimoine, donc un cabinet de conseil. Donc on n'est pas une banque. Donc notre activité principale, ça va être d'accompagner, d'aider les personnes qui nous sollicitent donc à réaliser leurs projets avec des solutions financières qui sont conformes à l'éthique musulmane. Donc on va beaucoup intervenir sur le conseil. On va aussi intervenir donc en vous proposant des produits et des solutions conformes à l'éthique musulmane. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces solutions, nous les avons développées, structurées. Donc ce sont nos produits. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que toutes nos solutions font l'objet d'une certification qui est émise par un Sharia Board, donc un comité de contrôle éthique. Donc autre élément, c'est que ce n'est pas 576i qui vous dit que les solutions qu'on propose sont conformes à l'éthique musulmane, mais on fait intervenir donc un cabinet externe composé d'imams qui sont français, qui sont basés donc en France, qui sont aussi diplômés en finance et en droit, donc on dit qu'ils sont spécialisés en fiqh al-mu'amalat, donc des professionnels. Donc, ils vont certifier nos solutions et donc nous délivrer une certification qui vient attester de la conformité de nos solutions. Donc voilà. Donc en deux mots, donc on est un cabinet de gestion de patrimoine. On est surtout les pionniers et les leaders de la finance islamique. Donc depuis 2010, donc ça fait maintenant 14 ans qu'on est sur le marché de la finance islamique. Donc ça, c'est aussi un gage de sérieux, puisqu'aujourd'hui, on voit beaucoup d'entités popper sur ce domaine-là, mais qui malheureusement n'arrivent pas à perdurer. Et nous, alhamdoulilah, on a réussi à continuer d'être là, à continuer donc d'accompagner nos clients dans la réalisation de leurs projets. Et donc, on va intervenir sur plusieurs événements, donc aussi bien donc l'accession à la propriété, donc qui est le premier besoin, donc acheter sa résidence principale. Donc et pour le coup, on a mis en place le financement immobilier Murabaha. On va aussi intervenir dans le développement de son patrimoine, la constitution de son patrimoine, donc aussi bien pour une personne qui se lance, qu'une personne qui a déjà du patrimoine et qui veut l'optimiser et le rendre aussi conforme à l'éthique musulmane, donc avec la mise en place de solutions alternatives qui existent dans le conventionnel, mais qui répondent à des critères éthiques. Donc là, en l'occurrence, on va proposer des produits d'épargne immobilière comme la SCPI ou des produits d'épargne d'optimisation fiscale, défiscalisation comme l'assurance vie, donc que je vais présenter, Inch'Allah, tout à l'heure, ou l'épargne retraite pour amener le sujet plutôt défiscalisation et aussi transmission. Donc voilà, on va intervenir dans tous ces sujets, on va dire financiers, et on va aussi intervenir aussi à des moments aussi qui ponctuent la vie d'un musulman, où on a aussi des impératifs comme la zakat. Donc comment on peut optimiser sa zakat, comment on calcule sa zakat. Donc on va aussi intervenir à cette étape-là. Ou alors, on va aussi intervenir sur des sujets comme la transmission, rédiger un testament. Voilà. Donc, on pourra accompagner, vous donner un peu les éléments sur ce volet-là. Donc, voilà. Donc, pour vous donner aussi un peu une frise chronologique donc de 576, donc, comme je l'expliquais, 2010, création de 576 et à finaliser le premier projet
d'accession à la propriété, donc en 2010. Puis 2012, on a ouvert le financement immobilier. Donc à l'époque, en 2010, c'était uniquement la résidence principale. Donc, et puis on a réussi à l'ouvrir à l'investissement locatif, aux résidences secondaires. 2015, on a réussi à faire un premier projet professionnel. Donc là, pour le coup, ça reste vraiment au cas par cas aujourd'hui. Le professionnel va plutôt être orienté sur les locaux à destination des professionnels de la santé. Donc, on est plutôt voilà, sur, on a la plupart des projets pro, donc financement de local, qui a abouti, c'est vraiment sur la partie cabinet médical. Donc on a fait pharmacie, on a réussi à financer, on a réussi à concrétiser le projet de dentiste, d'un cabinet de gynécologie. Et donc, on espère, Inch'Allah, dans le futur, pouvoir l'ouvrir à d'autres domaines que le domaine médical. 2018, donc après avoir répondu aux premiers besoins, donc l'accession à la propriété et puis le développement on va dire, du patrimoine immobilier, donc on s'est tourné vers l'épargne, qui est le second sujet, le second besoin auquel on a amené d'abord en réponse une épargne immobilière, donc la SCPI, plutôt destinée aux personnes qui veulent commencer à mettre de l'argent de côté, puisqu'elle est accessible avec 1 000 euros, et aussi pour les personnes qui sont en recherche d'une épargne où il y a peu de risques sécurisés. Donc l'immobilier et l'épargne immobilière répond à ce besoin-là. Donc 2020, développement et structuration d'un contrat d'assurance vie. Donc je rentrerai, comme je vous dis tout à l'heure, plus en détail. Donc réponse à un autre besoin qui est l'optimisation fiscale. Donc comment faire en sorte que l'épargne que je place et les gains que je vais générer de cette épargne ne me fassent pas payer plus d'impôts. Puis 2021, donc on a créé le pôle patrimonial, donc avec donc une spécialisation des conseillers pour faire vraiment une approche patrimoniale globale. Et donc 2022, lancement, enfin, donc 2022, on a lancé donc, le plan épargne retraite. Donc là, avec une approche plutôt orientée sur préparer la baisse de revenus que l'on aura quand on sera en retraite, et puis c'était d'actualité avec la réforme des retraites. Et en plus de ça, amener une solution qui permet de pouvoir défiscaliser. Donc on continue de développer. Donc il va y avoir des nouvelles choses qui arrivent. Inch'Allah, là, en 2024, on a un nouveau produit d'épargne qui devrait arriver d'ici la fin de l'année. Et puis on continue. Donc on est sur plusieurs sujets. On continue de développer, on continue de faire de la recherche et de développement. Et on continue, alhamdoulilah, développer notre panel de solutions qui amène qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, voilà, on fait comme je vous l'ai dit, on est le pionnier et puis on fait partie d'un acteur vraiment majeur sur la finance islamique en France. Et 2024, autre élément dont on est fier aujourd'hui, c'est que on a fait partie du top 100 des sociétés fintech en France. Donc ça, c'est on va dire une fierté, une consécration pour le travail qui a été fait par 570 Easy donc depuis 2010. Donc, comme je vous l'expliquais, donc notre métier, ça va être donc de vous conseiller, de vous accompagner. Donc pour cela, on va vous mettre à disposition des conseillers spécialisés, formés. Donc on a un réseau de mandataires un peu partout dans la France. Donc souvent, ce sont des conseillers qui ont travaillé en banque, donc qui ont on va dire un peu comme moi aussi qui ai travaillé en banque, donc qui ont un cursus et une expérience dans le conventionnel et qu'on va former, donc qui sont formés à la finance islamique. On a aussi des personnes qui ont travaillé en comptabilité. On a des mandataires qui ont été qui ont agents immobiliers. On a même des mandataires qui sont imams. Donc, voilà. Donc l'idée, voilà, c'est que de vous ramener. On a vraiment développé un réseau de mandataires et de conseillers dans toute la France qui ont chacun des connaissances et des compétences dans le domaine et qui vont pouvoir vous accompagner et vous mettre à disposition leur expérience, leur connaissance dans les différents domaines. Et, voilà. Et donc, on a un réseau, on peut s'appuyer de leurs connaissances et de leurs compétences sur chaque domaine. Donc, on a un frère qui est comptable, on peut s'appuyer sur son expertise pour, si on a des sujets comptables ou autres, on peut s'appuyer sur lui. Imam, c'est des personnes qui ont fait un cursus en fiqh et qui ont complété avec une formation en fiqh al-mu'amalat, par exemple. On a aussi, donc, comme j'ai expliqué, ça fait depuis 2010 qu'on est aujourd'hui sur le marché.
Donc, en termes de chiffres, ça fait plus, donc on a plus de 130 000 membres sur notre site internet. On a accompagné plus de 7 000 familles dans leurs projets. Ça représente 100 millions, pardon, 100 millions d'euros de collecte donc sur nos différentes solutions d'épargne et 700 millions d'euros de financement immobilier. Et donc, alhamdoulilah, ça continue, hein, ça continue, on continue de collecter, on continue de financer. Et encore une fois, c'est aussi exponentiel. C'est-à-dire qu'au début, 2010, c'était un projet qu'on a réussi à finaliser en IMO. La première année de lancement de la SCPI, on a fait 1 million d'euros en collecte. Là, aujourd'hui, on collecte en épargne SCPI à peu près en moyenne entre 7 et 10 millions d'euros par an. Et sur le financement immobilier, on accompagne en moyenne entre 300 et 400 familles. Alors, donc le sujet, donc comment déjà protéger son patrimoine et ensuite donc comment le transmettre. Donc là, la première partie, c'est l'idée reçue qu'on a, c'est mon argent dort sur mon compte en banque et il ne risque rien. Donc là, typiquement, c'est vraiment une idée reçue parce que on pense qu'en gardant son compte sur son argent pardon, sur un compte courant, bah, on est tranquille. Sauf que le premier phénomène, le premier risque qui va impacter votre épargne, bah, c'est l'inflation. C'est quoi l'inflation? L'inflation, c'est la montée générale des prix. En gros, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que avec cette montée des prix, il y a une conséquence sur votre argent, c'est la perte de valeur de votre épargne et aussi une perte de votre pouvoir d'achat. Ça veut dire qu'aujourd'hui, mon argent, en termes numéraires, est le même. C'est-à-dire que j'ai 100 000 euros sur un compte. Si je ne touche pas mon argent, alors si on va dire que la zakat, on n'applique pas la zakat, mais voilà, dans 10 ans, j'aurai toujours 100 000 euros. Sauf que de l'autre côté, la valeur de ces 100 000 euros ne sera pas la même. Et l'inflation, c'est ça en fait. En gros, c'est aujourd'hui, avec une même somme d'argent, je ne peux pas acheter la même chose qu'il y a quelques années en arrière et que je ne pourrais pas acheter la même chose dans le futur. Donc en gros, aujourd'hui, avec une même somme d'argent, je peux acheter moins de choses qu'il y a 5 ans en arrière et je pense qu'on achètera moins dans le futur. Et ça, bah, en fait, ça impacte votre pouvoir d'achat parce qu'il vous faut plus d'argent pour acheter la même chose. Et donc, le moyen de pouvoir contrecarrer ça, bah, c'est qu'il faut que votre argent génère, enfin, il faut faire fructifier votre argent. Il faut que votre argent prenne de la valeur. Et pour cela, il faut le placer. Et l'investissement est une des réponses à l'inflation. Et comme je vous l'expliquais, on voit un peu la courbe de l'évolution de l'inflation depuis 91. On voit que voilà, donc, entre 91 et 99, ça n'a fait que baisser. Et puis là, ça a remonté. Donc avant, l'inflation était à 3% en 91. Aujourd'hui, elle a 5% en 2023. Donc voilà, donc on voit que ça va. Ce phénomène-là impacte et impactera notre épargne et notre pouvoir d'achat. Et on le subit, hein. On le subit et on le subit. Deuxième phénomène qui peut impacter qui impacte l'épargne, c'est la thésaurisation. En gros, la thésaurisation, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on stocke son argent. Et ça a des conséquences. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que en islam, c'est déconseillé de thésauriser son argent. C'est déconseillé de stocker son argent. Et la réponse à cela, bah, c'est un des 5 piliers d'islam qui est l'impôt religieux, qui est la zakat. Donc la zakat a été mise en place pour purifier son argent que l'on stocke. Parce qu'en gros, le fait de stocker son argent va avoir le phénomène d'enrichir les plus riches et d'appauvrir les plus pauvres. Et donc, pour cela, on va devoir payer un impôt, donc retirer. Donc, alors, il y a des règles bien sûr à respecter sur la zakat. Hein. Et de manière générale, attention, on a fait une vidéo que vous allez pouvoir retrouver sur YouTube. Mais en gros, voilà, il y a un montant minimum à atteindre pour pouvoir on va dire, payer cet impôt, ce qu'on appelle le NISAB. Et on doit redistribuer entre 2,5 et 2,58% de cet argent
aux plus démunis. Et pareil, il y a plusieurs catégories de personnes qui sont éligibles à la zakat. Et encore une fois, on a une vidéo qui en parle. Mais en gros, aujourd'hui, voilà, le fait de stocker son argent va avoir deux effets qui ne sont pas bons. C'est un, que votre argent va subir l'inflation et donc va perdre de la valeur. Et donc, ça va faire moins d'argent, enfin, vous allez avoir un pouvoir d'achat plus bas. Et le fait de thésauriser votre argent, c'est aussi un élément qui n'est pas conseillé en islam et qui va, donc vous allez aussi donc, perdre de la valeur parce que vous allez à chaque fois redistribuer 2,5% plus démunis. Voilà. Donc, autre élément à avoir en tête, donc la transmission. Donc, on a parlé de protéger son argent donc, contre le phénomène de la thésaurisation et de l'inflation. Et la transmission. Autre chose aussi qu'il faut avoir en tête, c'est, et ça malheureusement on le découvre uniquement lorsqu'on est dans une situation où on hérite suite à un décès, c'est qu'on doit payer un impôt. On doit payer un impôt pour hériter. C'est ce qu'on appelle les droits de succession. Et souvent, il y a des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Et donc, ça sera l'objet de la présentation. Et aussi, ça a un coût. C'est onéreux. Et souvent, on pense qu'on est taxé sur une partie du patrimoine, mais on est taxé sur la totalité. Ça veut dire qu'on paye des droits de succession sur aussi bien le patrimoine financier que le patrimoine immobilier. Donc, la résidence principale qu'on hérite, les investissements locatifs. Puis le patrimoine financier, c'est tout ce qui va être compte et autres placements et autres investissements. Et combien ça coûte aujourd'hui? Donc là, je vous ai fait, alors juste, donc ce qu'il faut savoir, c'est que en France, en fonction du lien de parenté avec le défunt, il y a une méthode de calcul et des abattements, on va dire, différents. Donc là, je vais vous montrer le tableau des droits de succession quand c'est un enfant qui hérite, quand le défunt est un parent et que c'est un enfant qui hérite. Donc en gros, aujourd'hui en France, comment ça se passe? Donc l'argent qui va être transmis, je sais pas si, ouais. Donc l'argent qui va être transmis, donc on va appliquer un abattement de 100 000 euros. Donc on va appliquer un abattement de 100 000 euros. Et tout ce qui va dépasser, en fonction de la partie taxable, on a un taux d'imposition. 100 000 euros, c'est rien du tout. Hein. Quand on a une résidence principale, aujourd'hui, avec la montée de l'immobilier, ça va très vite. Ça va très, très vite. Alors après, ça dépend aussi de la configuration de la famille. Hein. Pour les familles nombreuses, par exemple, quand les parents ont plusieurs enfants, voilà, l'abattement, c'est 100 000 euros par parent. Donc les deux parents décèdent, ça fait 200 000 euros pour un enfant. Si on a 3-4 enfants, ça va. On arrive à s'y retrouver. Mais quand c'est une famille avec un ou deux enfants et qu'on a du patrimoine, bah, la facture, elle est salée. Et ce qu'il faut aussi savoir, en France, l'État n'autorise pas donc, la transmission donc, du patrimoine si les droits de succession ne sont pas payés. Et pour vous donner une anecdote, moi, quand j'étais conseiller financier en banque, je me suis retrouvé à faire du crédit à la consommation à des personnes qui n'avaient pas l'argent pour payer les droits de succession. Donc, il leur fallait du cash pour pouvoir hériter. Et donc, l'héritage était majoritairement constitué de patrimoine immobilier. Donc, débloquer du cash pour pouvoir hériter, ensuite revendre un bien immobilier et rembourser le prêt. Sauf que nous, en tant que musulmans, on n'a pas accès à ça. On ne peut pas faire de prêt bancaire. Donc, on doit être encore plus sensibilisé sur ça. Voilà, donc juste pour vous donner une idée, par exemple, voilà, donc la partie taxable, par exemple, de 15 000 à 500 000 euros, c'est 20% de taux d'imposition. Donc souvent, ça va être sur cette partie-là où on a le plus de taxation. Ça fait quand même 20%. Donc ça veut dire qu'il y a 1/5 de votre patrimoine que vous allez donner à l'État. Enfin, du patrimoine qui est hérité, que vous allez redonner en impôt à l'État. Et donc, les éléments qui sont possibles pour pouvoir minimiser les coûts, déjà, donc, ce qu'on préconise souvent, c'est faire de la donation de son vivant. Donc, donner à ses enfants de son vivant. Alors, juste attention, il faut bien respecter certaines règles. Donc, pareil, donc, quand on veut donner à ses enfants, c'est jusqu'à 100 000 euros tous les 15 ans. On peut donner jusqu'à 100 000 euros tous les 15 ans. Après, au-delà, c'est une donation. Pareil, on doit payer des impôts sur ce qui dépasse. Donc, bien checker. Et ça aussi, donc, on fera un travail. Ça sera un travail qui va être fait dans le cadre de l'accompagnement. Autre élément qui est peu connu, c'est ce qu'on appelle le démembrement de propriété. Donc,
sans rentrer dans sans rentrer dans des éléments techniques trop compliqués, en gros, le démembrement, c'est quoi? C'est en gros, on va scinder la propriété d'une maison, par exemple, euh, en deux, donc entre le fait d'avoir la propriété et le fait d'y habiter, donc le droit de jouissance. Et en gros, comment va fonctionner le démembrement dans le cadre de la transmission, c'est que on va donner donc, ce qu'on appelle donc la nue propriété, donc le droit d'être de propriété donc aux enfants, et on va donner donc l'usufruit, le droit de jouissance aux parents. Et en faisant ça, bah, comme on va scinder le bien, enfin on va scinder les biens en deux, entre parenthèses, hein, entre la nue propriété et l'usufruit, ben, on va aussi diviser la valeur du bien en deux. Et après, donc, après la répartition, la clé de répartition, enfin la répartition entre le pourcentage entre la nue propriété et le démembrement dépend de plusieurs facteurs. Mais en gros, si je fais un exemple simple, si on fait du 80-20, et ben, s'il y a un cas de décès, donc la partie usufruit qui représente que 20%, ben, on sera taxé que sur 20%, puisqu'on va transmettre que la partie nue propriété. Et après, quand il y a un décès, ben, ce qui se passe, c'est que les enfants donc, ont déjà ce qu'on appelle la nue propriété, ils récupèrent l'usufruit, et donc on reconstitue la pleine propriété sur le bien immobilier. Et donc ça, c'est un montage qui permet de pouvoir, on va dire, réduire la facture. Et puis, autre sujet, autre possibilité, et ça, on va en parler, c'est le fait d'ouvrir des comptes épargne, des placements, qui vous donnent droit à des abattements supplémentaires dans le cadre de la transmission de son argent. Et donc, l'assurance vie et le plan épargne retraite le permettent. Donc, ce sont des produits d'épargne où on va pouvoir mettre un mini testament, on va pouvoir désigner les bénéficiaires en cas de décès. Et ces bénéficiaires donc, vont avoir un abattement supplémentaire, donc 152 500 € sur un contrat d'assurance vie et de 35 à 150 000 euros sur un plan épargne retraite. Après, il y a aussi pareil des particularités de quand est-ce que décède le défunt avant le 70 ans, enfin le titulaire avant 70 ans ou après 70 ans, l'abattement il évolue sur l'épargne retraite. Mais ça permet déjà d'amener des abattements supplémentaires qui viennent encore une fois donner la possibilité de réduire la taxation sur la partie financière. Voilà. Donc, les solutions d'épargne qu'on va vous proposer, donc comme j'ai expliqué, deux solutions, l'assurance vie et le plan épargne retraite. Donc, l'assurance vie. Donc, déjà, pour vous expliquer un peu comment ça marche. Donc, l'assurance vie, à ne pas confondre avec l'assurance décès. Donc, ça, c'est souvent, ça, c'est l'impact des films américains où on associe assurance vie à une assurance décès avec un capital d'essai, et en cas de décès, la personne touche une somme d'argent qui est définie dans le contrat et on paie une cotisation perdue. Ça, c'est pas conforme. Ça, c'est une assurance d'essai, c'est pas conforme. L'assurance vie, c'est de l'épargne. C'est un contrat d'épargne. C'est un contrat d'épargne où, en fait, on va pouvoir placer l'argent et avoir donc des différents avantages. Et la particularité, c'est qu'on va travailler avec un assureur. Donc, on va travailler avec un assureur et ça donne des avantages de 120. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, l'assurance vie, c'est le produit d'épargne préféré des Français. C'est un placement d'épargne sur du long terme et ça vous donne une enveloppe avantageuse sur la partie fiscale et successorale. Donc, produit d'épargne préféré des Français, bah, c'est assez simple hein, aujourd'hui. Les avantages qu'amène l'assurance vie font que pratiquement un Français sur deux détient un contrat d'assurance vie. Il a même détrôné le livret A. Épargne sur du long terme. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'assurance vie va avoir trois objectifs. Donc, le premier objectif, c'est je vais mettre de l'argent de côté. Donc, je vais placer mon argent. Cet argent-là va être placé. Ça va générer des gains. Donc, ça va me permettre d'éviter l'inflation. Je vais le faire fructifier. Et cet argent-là, ce gain-là que j'ai généré par mes placements, qui sont bien sûr, les placements sont sélectionnés selon des critères éthiques. Hein. On sélectionne les fonds d'investissement. Voilà, ça va être des fonds qui sont Sharia compliant, conformes à l'éthique musulmane. Et les gains générés par ces placements sont automatiquement réinvestis. Donc ça, la particularité de l'assurance vie, c'est que l'argent que je vais générer va être réinvesti. Et comme il s'est réinvesti, je ne les perçois pas, et ben, ça me permet d'optimiser ma fiscalité parce que je ne paye pas d'impôt sur les gains que j'ai générés. Pour rappel, en France, hein, quand je gagne de l'argent, quand je gagne de l'argent sur
sur mon activité professionnelle, mon salaire, je paye des impôts. Sur mes placements, je paye des impôts. Eh ben, l'argent qui est sur un contrat d'assurance vie donne cette possibilité de ne pas être taxé par le fait que les gains sont automatiquement réinvestis. Comme il y a réinvestissement, je ne les perçois pas, il n'y a pas de fiscalité qui va s'appliquer sur les gains. Okay. Et donc là, on va arriver sur le placement long terme. Donc, ce qui va se passer, ça va être au moment où je vais récupérer mon argent. Donc, l'argent reste disponible. Je peux récupérer mon argent à tout moment. Ce n'est pas bloqué. L'autre avantage de l'assurance vie, c'est que c'est disponible. Ce n'est pas bloqué. Donc, lorsque je vais récupérer mon argent, à ce moment-là, on va regarder depuis quand j'ai ouvert mon contrat. Donc, l'âge de mon contrat d'assurance vie. Si mon contrat a moins de 8 ans au moment du retrait, donc je ne sais pas, j'ouvre mon contrat en 2024, je retire entre 2024 et 2032 de l'argent sur mon contrat d'assurance vie. Donc, je ne sais pas, j'ai mis 100 000 euros sur mon contrat, j'ai besoin de 30 000 euros pour acheter une voiture, je retire de l'argent sur mon contrat d'assurance vie, on est entre 2024 et 2032. À ce moment-là, sur les 30 000 euros, moi, l'assureur va me dire, voilà, sur les 30 000 euros, il y a 20 000 euros, c'est l'épargne de votre client. C'est l'argent qu'il a mis de côté. Et il y a 10 000 euros, c'est des gains. C'est la partie gain. C'est les gains qu'il a générés sur son placement. À ce moment-là, l'épargnant, quand il va faire sa déclaration d'impôt, il devra déclarer les 10 000 euros qu'il a gagnés en revenus, de revenus de valeur mobilière. Donc, il devra, cet argent-là sera soumis à fiscalité. Donc, soit ça va être inclus dans les revenus et après, ça va être taxé selon le barème progressif plus les prélèvements sociaux, ou alors on applique un impôt unique de 30%. On prend 30% en impôt. Deuxième possibilité, deuxième scénario, donc là, on passe les 8 ans. Et donc là, ça amène le sujet de l'épargne sur du long terme. En fait, pour avoir l'avantage fiscal, il faut que le contrat ait plus du temps. Encore une fois, c'est l'âge du contrat, pas depuis quand j'ai versé. Je peux avoir versé en 2030. Si je retire en 2031, ça fait moins de 8 ans. Je suis taxé avant 8 ans. Si mon contrat a plus de 8 ans, au moment où je retire mon argent, donc là, on est en 2032, donc en 2035, donc là, on a passé les 8 ans, je veux encore retirer 30 000 euros pour acheter une nouvelle voiture. Donc, même configuration, l'assureur me dit, sur les 30 000 euros, il y a 20 000 euros, c'est l'épargne de votre client, et 10 000 euros, c'est les gains qu'il a générés. À ce moment-là, donc comme là, le contrat a 8 ans, on a un cadeau, un abattement qui nous permet de pouvoir réduire la somme sur laquelle on va calculer un impôt. Et là, pour le coup, cet abattement, il est de 4 600 euros pour un célibataire et 9 200 euros pour un couple. Donc, dans mon scénario, on va dire que je suis en couple. Donc, je retire 30 000 euros. J'ai 10 000 euros, c'est les gains. Là, à ce moment-là, je vais appliquer 9 200 euros d'abattement, ce qui fait qu'en fait, je vais toucher 10 000, mais il y aura une fiscalité qui va s'appliquer uniquement sur la différence, c'est-à-dire les 800 euros. Donc, 10 000 moins 9 200, ça fait 800 euros. Donc là, en gros, je devrais déclarer 800 euros sur ma fiche d'imposition, alors que j'ai retiré 30 000. Sur les 30 000, il y a 10 000 euros de gains. Donc, l'avantage fiscal, il intervient à partir de la 8e année. Et encore une fois, l'âge du contrat. Donc, sur la partie fiscale, l'avantage fiscal. Et puis, donc, sur la partie successorale, donc, comme je vous l'expliquais, donc là, le sujet de la transmission, c'est que donc, sur un contrat d'assurance vie, vous avez la possibilité, donc vous avez une espèce de mini-testament, donc une clause bénéficiaire, où vous allez pouvoir donc désigner les bénéficiaires qui vont percevoir cet argent-là. Vous allez pouvoir les nommer et désigner aussi le pourcentage de transmission. Et là aussi, autre avantage, c'est qu'on peut appliquer les règles du droit musulman sur cet argent-là. On peut dire, je peux dire que mes parents, dans le droit français, ne sont plus héritiers parce que je me suis marié, j'ai des enfants et donc ils sortent de mes héritiers légaux en France. Là, je peux les remettre, alors uniquement sur l'argent qu'il y a sur mon contrat d'assurance vie, mais je peux les remettre et dire, je veux que mon père, il hérite de 12% de cet argent-là, ma mère, elle hérite de 12%, j'ai un fils, il hérite de 24%, j'ai une fille, elle va hériter de 12%, et puis X% pour ma femme, par exemple. Et donc, je peux appliquer les règles. Et donc, là aussi, on va être là. Donc, le travail et notre valeur ajoutée va être aussi de vous donner la répartition
le calcul, la répartition selon la configuration de votre famille et selon les règles du droit musulman. Donc, on va pouvoir désigner qui hérite et combien il hérite. Et donc, on arrive sur cette partie transmission, et donc cet abattement supplémentaire donc, sur la transmission qui est de 152 500 euros. Ça veut dire que s'il arrive quoi que ce soit à la personne et qu'elle décède, eh ben, les héritiers qui sont désignés dans la clause bénéficiaire, on va leur appliquer un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire sur la taxation et le paiement des droits de succession. Donc, un enfant, il va avoir l'abattement traditionnel, l'abattement selon la réglementation française qui est de 100 000 euros, sachant que les parents, c'est 100 000, par enfant 100 000 euros. Plus, si je le désigne bénéficiaire sur un contrat d'assurance vie, il a un abattement supplémentaire de 152 500. Et si j'ai une grosse partie, voire la totalité de mon financier, il n'est pas sur un compte courant, mais il est sur un contrat d'assurance vie, imaginons, j'ai ma résidence principale, j'ai 10 000 euros sur un compte courant et puis j'ai le reste de mon financier sur un contrat d'assurance vie, ça me permet de pouvoir réduire la taxation. Voilà. Donc, pour entrer encore un peu plus en détail sur la partie assurance vie, donc en quoi le contrat d'assurance vie est conforme à l'éthique musulmane. Donc, comme je l'ai expliqué, l'épargne est investie. On va sélectionner les fonds d'investissement selon des critères éthiques. Donc, on n'a pas de critères à capital garanti, comme on peut le trouver sur les fonds en euros. Et on n'a pas de secteur d'activité illicite, quand on va être sur des actions, par exemple, ou des produits d'investissement non conformes où il y a du maïsir, du gharar ou du riba. Donc, il n'y a pas de produit d'investissement qui est basé sur la dette ou des produits d'investissement qui est basé sur des secteurs d'activité illicites. Les contrats d'assurance vie aussi le contrat d'assurance vie qu'on a développé ne contient pas non plus de prévoyance décès ni de rente viagère. En gros, il n'y a pas d'assurance de capital décès qui vient, entre parenthèses, assurer une somme d'argent en cas de décès. Et il n'y a pas non plus de rente viagère, c'est-à-dire la possibilité de débloquer jusqu'à la fin de ma vie, parce que je peux débloquer mon assurance vie. Ça peut être aussi utilisé comme un outil qui permet d'avoir un complément de revenu. Et je peux, on va dire, débloquer jusqu'à la fin de ma vie une somme d'argent sur mon contrat. Là, il n'y a pas tout ça. Ça, ce n'est pas conforme. Donc, il n'y a pas tout ça. Donc, on a retiré. Et bien sûr, encore une fois, la clause bénéficiaire. Et on vous accompagnera sur la désignation des bénéficiaires en cas de décès. Donc, comme je l'expliquais, je vous refais le topo sur l'abattement. Donc, 4 600 euros sur la taxation des gains quand on est célibataire et 9 200 euros quand on est un couple à partir de la 8e année d'âge du contrat. L'abattement successoral, donc c'est pour tous les versements que vous allez faire avant les 70 ans, bien sûr. L'État a anticipé les ouvertures de contrat la veille du décès et pour les personnes âgées qui se sentent, on dit, mais bon, qui peuvent ouvrir un contrat d'assurance vie en se disant, voilà, je vais éviter que mes ayants droit paient des impôts donc j'ai 90 ans, je sens que je vais partir et donc j'ouvre un contrat d'assurance vie comme ça et je mets tout mon argent. Non, l'abattement, il est effectif uniquement sur les versements qui sont faits avant les 70 ans du titulaire du contrat. Et après c'est l'abattement redescend à 30 000 euros. Et bien sûr, encore une fois, contrat d'épargne éthique. Et aujourd'hui en France, on est les seuls à proposer ce type de contrat Sharia compliant. Donc les assureurs avec qui on travaille, nous proposent aujourd'hui 2 contrats d'assurance vie, un contrat de droit français, un contrat de droit luxembourgeois. Donc on a des assureurs qui sont connus, reconnus sur le marché. Donc on travaille avec Suravenir, donc qui appartient à Crédit Mutuel Arkea. Et l'assureur basé au Luxembourg, c'est un assureur qui est connu, mais le nom ne vous dira pas grand-chose, donc c'est AFI-SK. Après, il y a des particularités entre contrat français et contrat luxembourgeois. Ça fera l'objet peut-être d'un prochain webinaire ou lors d'un bilan, quand on fera un bilan ensemble. Je pourrais rentrer plus en détail, mais le contrat luxembourgeois va amener d'autres avantages. C'est plutôt un contrat destiné à une clientèle vraiment patrimoniale
qui ont des problématiques patrimoniales assez poussées. Autre chose aussi, c'est que le contrat d'assurance vie est accessible, hein, avec 1 000 euros. Vous pouvez verser. Même on peut même descendre à 500, ouais, c'est à 1 000 euros. Possibilité de faire des versements programmés, ce que j'avais en tête. Donc, possibilité de faire des versements programmés à hauteur de 50 euros par mois. Donc, vous pouvez alimenter tout le mois 50 euros, mettre 1 000 euros. Et après, voilà, donc vous pouvez faire des retraits partiels, total. Juste encore une fois, au moment du retrait, on regarde depuis quand le contrat est ouvert et les conséquences fiscales. Et autre chose aussi, l'argent investi dans un contrat d'assurance vie, sur la zakat. Donc là, pour le coup, il y a 2 avis. Vous pourrez trouver toutes ces informations-là sur notre site internet, sur la partie conformité. Mais en gros, l'avis, on va dire, le plus strict veut qu'on paye la zakat. Comme c'est de l'argent qui est investi, majoritairement, une grosse partie de l'épargne va être investie sur des actions ou sur des sous-groupes des projets. On paye sa zakat sur 20% de l'épargne. J'ai un contrat à 100 euros. J'ai 100 euros sur mon contrat, je paye ma zakat, je calcule ma zakat sur 20 euros. Au lieu de calculer sur 100 euros, c'est uniquement je calcule ma zakat sur 20 euros. Donc sur 100 euros. Encore une fois, ce travail de calcul de la zakat, on le fait ensemble. Même si ça peut vous paraître pas clair là tout de suite, on fait le travail ensemble et encore une fois, c'est une des tâches qu'on a aujourd'hui dans l'accompagnement de nos clients. De manière générale, souvent, on intervient à 3. On essaye toujours d'être là au moins à 3 moments. Au moment de la déclaration des impôts, au moment de la déclaration de la zakat, et puis souvent en fin d'année, faire un bilan annuel avec voir si la stratégie qu'on a mis en place pour les besoins du client sont toujours adaptés. Ça aussi, c'est très important. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, un conseil qu'on vous donne aujourd'hui peut être bon, alors on se parle actuellement, mais ne plus l'être dans quelques années parce que les lois, elles évoluent, parce que votre situation, elle évolue, parce que la configuration de votre famille, elle évolue. Et donc, ça s'adapte, ça s'ajuste, ça se réajuste. Et ce travail se fait que par un suivi et un contact, on va dire, fréquent avec son conseiller. Moi, ce que j'aime bien dire aux personnes que j'accompagne, c'est que vous avez 2 conseillers aujourd'hui. Vous avez votre conseiller avec votre banque qui gère votre compte courant et vous avez votre conseiller 570 donc moi, qui vais m'occuper du reste de votre patrimoine, de votre épargne. Donc, on ne peut pas être une banque parce qu'on n'a pas les agréments pour être une banque, mais on va vous amener le même conseil qu'une banque avec des solutions qui sont conformes à l'éthique musulmane. Voilà, donc sur le contrat d'assurance vie, deuxième solution d'épargne qui va aussi amener cet élément cette possibilité de transmission, c'est le plan épargne retraite individuelle. Alors, je le présente, il va avoir des avantages un peu plus limités que l'assurance vie. C'est pour ça que je vais le présenter. Je vais présenter donc l'avantage premier qui est préparer la baisse du revenu quand on sera à retraite et surtout les possibilités de défiscalisation. Pour tout ce qui est transmission, ça va fonctionner de la même manière qu'un contrat d'assurance vie. De manière générale, le plan épargne retraite fonctionne de la même manière qu'un contrat d'assurance vie. La seule chose, c'est que l'abattement il est plus faible en fonction, malheureusement, du décès. En gros, aujourd'hui, si la personne décède avant 70 ans, donc on applique un abattement de 152 500, mais si elle décède après les 70 ans, l'abattement il est réduit, il redescend à 30 000 euros. Mais ça peut permettre encore une fois de réduire cette taxation, ces droits de succession et optimiser tout cela. Donc, épargne retraite. Donc, en quelques mots, donc ça a été lancé en 2019. 2019, donc il y a eu la loi Pacte dans un objectif de simplifier et pousser donc, les Français à préparer la retraite. En gros, aujourd'hui, le système, c'est un système d'épargne par répartition. En gros, aujourd'hui, c'est quoi? C'est ceux qui travaillent qui payent la retraite des retraités. Et aujourd'hui, on est sur un système où il y a de moins en moins de personnes qui travaillent, qui cotisent, et de plus en plus de personnes de plus en plus de retraités.
Par conséquent, aujourd'hui, le système montre ses limites. C'est pour ça aussi qu'il y a une réforme des retraites pour pousser les gens à travailler plus longtemps, pour pouvoir permettre de faire en sorte de pouvoir reverser une retraite aux retraités. Sinon, c'est l'État qui pioche de sa poche. Et donc, l'État pousse à ce que on passe sur un système par capitalisation où chacun, de manière individuelle, va préparer sa retraite. Et donc, le plan épargne retraite a été développé et structuré. Enfin, on l'a développé et structuré pour ça. Premièrement, donc, pour pouvoir amener un complément de revenu quand on sera en retraite. Il amène aussi donc un second avantage. Ouais, c'est ça. Donc un second avantage, c'est que l'argent que vous allez verser sur votre plan épargne retraite vous permet de réduire votre imposition. En gros, l'État, pour pousser les épargnants à ouvrir un plan épargne retraite, à épargner, elle a donné ce cadeau fiscal, cette carotte fiscale. Et en gros, à chaque fois que je vais verser de l'argent sur mon épargne retraite, je vais pouvoir le déduire en charge sur mon avis d'imposition et donc récupérer l'impôt qui a été taxé, parce qu'aujourd'hui on est taxé à la source, donc on est taxé directement sur nos salaires. Et donc souvent ce qui se passe, c'est que quand on va verser l'argent sur le plan épargne retraite, on va les déduire de son salaire, dans lequel j'ai déjà été taxé l'année d'avant. Et donc en fait l'État me rembourse l'argent que j'ai taxé. Et donc en faisant ce système-là, ça me permet de pouvoir réduire ma fiscalité. Après, au niveau du fonctionnement, c'est la même chose. Donc, je vais investir mon argent. Cet argent-là va générer des gains. C'est automatiquement réinvesti. La particularité du plan épargne retraite, c'est que c'est bloqué. Donc là, pour le coup, ce n'est pas disponible. L'assurance vie est disponible. Le plan épargne retraite, c'est bloqué. Je ne peux pas le récupérer. Et ça, la conséquence aussi, en fait, en gros, c'est vraiment pour pousser à la retraite. Il faut bien avoir en tête qu'aujourd'hui, ce dispositif est là vraiment pour pouvoir aller au bout, qui est je vais avoir mon complément de revenu grâce à mon épargne retraite et je ne vais pas compter sur le système de retraite actuel. Et je pense qu'à terme, il va être amené à disparaître. Enfin, il va y avoir des choses qui vont être faites pour ce système-là de retraite actuelle. Il montre ses lacunes. Et donc ça peut évoluer. Et donc, voilà, donc pour pousser le Français à avoir sa propre retraite, enfin, à anticiper cette baisse de revenus, donc le PER a été fait en ce sens. Et donc là, le cadeau, c'est cette possibilité de défiscaliser. Et donc, on bloque l'épargne pour pouvoir aller au bout. L'argent va être investi. Donc, pareil, une clause bénéficiaire où vous allez pouvoir désigner, donc, comme pour l'assurance vie, qui va hériter, de quel pourcentage. On continuera, pareil, de vous accompagner dans cette désignation et quelle répartition mettre sur votre contrat. Par contre, effectivement, comme je l'ai expliqué, l'abattement va dépendre de l'âge du décès. Donc, si la personne décède avant les 70 ans, donc on est sur un abattement encore de 152 500. Donc là, pour le coup, ça nous fait abattement pour un enfant toujours 100 000 euros l'abattement général, 152 000 le contrat d'assurance vie plus 152 500 PER, ce qui fait qu'on peut avoir un abattement général de 400 000 euros sur une ligne, un enfant. Si par contre il y a décès après 70 ans, on est sur 30 000 euros. Et là, on serait sur un abattement global, dans mon exemple, de 280 000 euros par enfant. Donc, en faisant ça, on limite fortement la taxation, voire même on réduit. Ce que je vous avais présenté tout à l'heure, il y avait donc si je reviens sur le précédent tableau, on peut même faire en sorte d'avoir une part taxable plus faible et donc avoir un taux d'imposition plus faible. En plaçant sur un contrat d'assurance vie et en maximisant les éléments, au lieu d'avoir une part taxable qui est de 30, 40, 50 000 euros, où là, l'héritier sera taxé à 20%, on peut faire en sorte que la part taxable, elle descend à 8 000 euros. Et là, c'est plus 20, mais 5%. Donc, on peut essayer de limiter tout ça. Donc, pour finir sur le plan épargne retraite, donc c'est bloqué. Par contre, il y a quand même des motifs
de déblocage. C'est bloqué, mais il y a quand même des éléments où on peut débloquer. Donc, en gros, aujourd'hui, on peut débloquer l'argent du plan épargne retraite donc pour la retraite, comme encore une fois. On peut le débloquer aussi pour l'achat d'une résidence principale, en France ou à l'étranger. Et ça doit être sa résidence principale. Et donc, dans ces deux cas, il y a de la fiscalité qui va s'appliquer sur l'épargne plus les gains qu'on a générés. Parce que comme c'est du revenu, en fait, ça va être, quand je débloque mon argent du payeur, ça va être comme un revenu. Et donc, ça va être soumis à fiscal comme un revenu. Et puis après, on a ce qu'on appelle des cas coup durs. Donc, en gros, c'est des cas précis, spécifiques, où on peut débloquer exceptionnellement, où là, on n'a pas de fiscalité ni sur le capital ni sur les gains. Il y a uniquement les prélèvements sociaux sur les gains. Donc, c'est des cas bien précis. C'est le décès du conjoint des enfants, l'invalidité du titulaire du contrat du conjoint des enfants, donc le surendettement, les fins de droit de l'allocation chômage. Donc, si voilà, j'ai utilisé tous mes droits au chômage, et puis la cessation d'activité de gérance suite à une liquidation judiciaire. Donc, ces 5 cas me permettent de pouvoir débloquer l'argent de mon PER et sans fiscal, sans être taxé. Donc, il y a uniquement les prélèvements sociaux. Sinon, donc l'achat de la résidence principale ou la retraite, donc les retraits. Donc les retraits, on parle. Donc, pour rappel, en France, on est taxé que sur les gains. Voilà, le plan épargne retraite, on sera taxé sur l'épargne que j'ai mis et les gains, puisque l'épargne est considérée comme un revenu. Et donc, c'est pareil, donc c'est fiscalité, impôt sur le revenu, et donc les gains, c'est flat tax ou barème progressif de l'impôt. Ce qu'il faut retenir, bon, ça je l'avais déjà montré. Donc, ce qu'il faut retenir, et ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, on a des solutions. Elles sont conformes à l'éthique musulmane, validées par des chouyours. On a l'expertise. Aujourd'hui, on peut avoir accès à tout ce qu'on peut proposer le conventionnel, tout en respectant bien sûr l'éthique musulmane. Donc, comment ça va se passer? Donc, ce que je préconise souvent, c'est dans un premier temps de prendre rendez-vous, de faire un bilan donc, patrimonial. Alors, quand on parle de bilan patrimonial, donc souvent, ça va être un rendez-vous où on va donc évoquer le sujet de la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale. On va évoquer vraiment tous les sujets, tous les objectifs, tous les besoins, et on va mettre en place une stratégie. Et on va voir avec les solutions qu'on propose ce qu'on peut mettre en place. Aussi, comme je vous l'expliquais, il faut donc il faut amener des rendez-vous fréquents avec le conseiller, donc à des dates, on va dire définies, comme déclaration d'impôt, calcul de la zaquette, et puis en fin d'année, encore une fois, je me répète, une stratégie, elle est mise en place à l'instant T en fonction d'une situation donnée, elle évolue parce que la situation a évolué, la configuration familiale a évolué. Une personne qui est célibataire n'a pas les mêmes besoins et objectifs qu'un couple qui a des enfants. Un couple qui a un enfant n'a pas les mêmes besoins objectifs qu'un couple qui a 5 enfants. Un divorcé, tout ça, ça se prépare. Pareil, autre chose aussi, on intervient aussi souvent aussi sur, au niveau du mariage, quel contrat faire, mettre en place. Est-ce que je fais un contrat de séparation des biens? Est-ce que je fais un contrat communauté légale? Et qu'est-ce que me préconise l'islam? Quel est le contrat le plus adapté? Pour le coup, là, je vous donne la réponse, c'est ce contrat de séparation des biens. On intervient aussi. Là. Et on vous met à disposition, en relation avec potentiellement des notaires qui pourront aussi vous accompagner dans cette démarche. Ce qu'il faut juste avoir en tête, c'est qu'il faut prendre rendez-vous. La prise de rendez-vous, le bilan, il est gratuit. On ne facture pas les rendez-vous. Ça, c'est un premier point. Aujourd'hui, vous allez voir n'importe quel cabinet en gestion de patrimoine, juste le fait d'avoir pris un rendez-vous, on vous facture. Juste le fait de s'asseoir et qu'on vous accorde du temps, on vous écoute, on vous facture ça. Nous, on ne facture pas les rendez-vous. Donc, l'accompagnement, il est gratuit. Il est non engageant. Nous, on se rémunère, on se facture uniquement dans la mise en place de nos solutions. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes
en adéquation avec le conseil qu'on vous donne. Et donc, on estime qu'on doit se rémunérer. Mais si le conseil qu'on vous donne ou la stratégie qu'on vous met en place ne vous convient pas, libre à vous de ne pas donner suite. Et, vous aurez, enfin, la seule chose que vous avez perdu, c'est le temps, c'est cette demi-heure ou cette heure que vous aurez eu avec le conseiller. On est joignable du lundi au samedi, de 9h jusqu'à 19h. Ça m'est déjà arrivé de faire des rendez-vous à 19h, voire 20h. On est à Paris, donc on a des locaux à Bercy, mais comme je l'expliquais, on a aussi un réseau de mandataires un peu partout en France. Et donc, en fonction de votre zone géographique, on pourra vous attribuer donc soit un conseiller ici à Paris, soit un mandataire dans la zone où vous êtes. Donc, vous avez quelqu'un qui pourra même venir vous voir, vous rencontrer et vous accompagner. Voilà. On va passer à la session de questions et questions-réponses. Il est 20h, c'est déjà pas mal. Hein. J'ai respecté le timing. Session de questions-réponses et puis 12 questions. Et puis après, s'il y a des choses, voilà, j'y répondrai donc via la question-réponse. Et puis après, Inch'Allah, je vous recontacterai de manière individuelle, Inch'Allah, pour vous proposer un rendez-vous dans les prochains jours. Pourquoi Norma Capital a changé de nom? Quel est l'objectif, le but de cette stratégie? Alors, Norma Capital n'a pas changé de nom, c'est juste la solution qui a changé de nom. C'est la SCPI, elle s'appelait Fair Invest, la dénomination a changé. Après, il n'y a pas de réel objectif, il n'y a pas de vraiment but, hein, c'est juste qu'elle est en train de faire évoluer sa gamme de produits. Et donc, ils sont en train de mettre en place une stratégie. Mais il n'y a rien derrière. Norma Capital, Fair Invest, si le sujet, c'est se dire est-ce que c'est un sujet par rapport à la partie communauté musulmane, ayez en tête que dans notre stratégie sur la SCPI, à aucun moment il indiquait que c'est halal, que voilà, c'est une solution d'épargne qui est éthique, éthique musulmane, mais éthique aussi au sens large. Pardon, je n'ai pas donné plus d'éléments. La question concerne un de nos produits qui est la SCPI, Société civile de placement immobilier, qui est la première solution d'épargne qu'on a investie. Et donc, Norma Capital, c'est le nom de la société de gestion qui gère cette épargne, qui gère l'investissement, les biens immobiliers, qui s'occupe donc de gérer les biens du parc, de collecter les loyers et de les redistribuer aux épargnants. Donc, il n'y a pas de. C'est pas un sujet de se dire, ouais, c'est d'actualité, peut-être qu'on change le nom pour. De manière générale, à aucun moment il a indiqué que la solution, elle est halal, elle est éthique au sens large, c'est-à-dire aussi bien éthique qui nous concerne nous en tant que musulmans sur le secteur d'activité de nos locataires, mais éthique au sens large, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les locataires, on n'a pas d'entreprises qui polluent. On va avoir des entreprises qui vont être soucieuses de l'environnement, on va avoir des entreprises qui vont être soucieuses de la cause animale. Donc, c'est vraiment au sens large. Y a-t-il des frais de versement lorsqu'on dépose de l'argent dans un plan épargne retraite? Oui, il y a des frais, donc des frais sur versement qui sont de 4,5%. Ces 4,5% vont servir à rémunérer donc tous les intervenants qui gravitent et qui font fonctionner votre contrat d'assurance vie. Donc aussi bien 576i qui est là pour amener le conseil, l'accompagnement, vous rendre des comptes sur l'épargne, l'assureur qui est nécessaire pour le fonctionnement du contrat d'assurance vie, le sharia board, ça aussi souvent on nous reproche que les frais sont élevés par rapport à une banque, mais souvent les banques quand elles vont proposer un contrat d'assurance vie, elles ne font pas appel à un intermédiaire qui gère, c'est elles-mêmes qui gèrent. Elles n'ont pas besoin d'un sharia board qui va venir contrôler de manière permanente 2 fois, 3 fois dans l'année le fonctionnement du contrat. Et ça, c'est des personnes qui vont travailler et je connais personne qui travaille gratuitement. Donc forcément, quand il y a un travail qui est fait, il y a une rémunération et donc ça va se répercuter sur les frais d'entrée. Ce qu'il faut avoir en tête, ce qu'il faut savoir surtout pour le plan épargne retraite, c'est qu'aujourd'hui, le cadeau fiscal fait que vous amortissez très rapidement vos frais. Et sur un contrat et sur les placements, aujourd'hui, donc on a 3 fonds d'investissement qui vont être définis sur le risque. On a un profil prudent, équilibré et dynamique. Donc, quand vous allez investir votre argent dans le plan épargne retraite ou dans le contrat d'assurance vie, on va vous demander, en fonction de votre connaissance, de vos compétences dans l'investissement,
et de votre appétence au risque, on va définir un profil, on va investir votre argent sur ce profil et on va répartir vos investissements sur des secteurs ou sur des fonds qui vont correspondre au profil. Donc, prudent, ça va être sur des investissements plus risqués. Équilibré, c'est du 50-50. Et dynamique, c'est du risqué. Et donc, aujourd'hui, bah, un profil prudent va générer du 3% de rendement par an. Un profil équilibré, là, depuis le début d'année, alors pour le coup, nos fonds, notre stratégie, elle porte ses fruits puisqu'on a des contrats qui performent. Aujourd'hui, un profil équilibré, en moyenne, on redistribue du 7%. Un profil dynamique redistribue du 12% actuellement. Actuellement, donc là, pour le coup, voilà, sur un profil équilibré ou dynamique, en un an, vous avez amorti vos frais. Et avec le plan épargne retraite, bah, juste le cadeau fiscal, juste le fait de récupérer bah, l'impôt qu'on vous a taxé à la source, fait que vous amortissez vos frais. C'est pour ça aussi que la stratégie de l'épargne moyen long terme, elle est cohérente, parce que bah, pour pouvoir récupérer ces frais-là, il faut rester un certain temps. Euh, ça amène encore plus de cohérence sur l'épargne long terme. Est-ce qu'il y aura un replay? Donc oui, il y aura un replay. Est-ce que vous pouvez accompagner sur ces deux premiers points? Donc je pense que parler de la thésaurisation et de l'inflation. Donc oui, bah, de manière générale, de toute façon, on fait un bilan général. Hein. Donc on check, on regarde bah, par rapport à vos... Dans le bilan, on regarde combien vous payez de zakat par an. On calcule ensemble combien vous payez de zakat par an. Encore une fois, souvent, pour revenir à la zakat, on voit ça comme quelque chose comme comme une sadaqa, en fait. Et malheureusement, ce n'est pas une sadaqa. Il faut bien avoir en tête qu'une zakat, c'est un impôt. C'est de la purification. C'est on purifie. Donc, il y a déjà ce sujet de purifier. Je purifie l'argent que je thésaurise. Et donc, le fait de thésauriser, encore une fois, n'est pas conseillé en islam. Il est fortement déconseillé. Et donc, il faut bah, investir son argent. Le meilleur moyen de pouvoir ne pas payer la zaquette, c'est que l'argent soit investi. Et donc, on va vous accompagner sur ces sujets-là. Et puis, ben, l'inflation, c'est très simple. Hein. Pour limiter l'inflation, il faut que mon argent génère des rendements. Et donc, il faut que je l'investisse. Et encore une fois, la stratégie d'épargne et d'investissement, ben, c'est un bilan général. On va regarder votre situation fiscale aussi. Une personne qui paye des impôts, on ne va pas aller sur de l'épargne immobilière. Parce que l'épargne immobilière, c'est des revenus locatifs qui vont tomber, donc des revenus supplémentaires qui vont être soumis à fiscalité. Donc, est-ce que c'est pertinent donc que je place mon argent, mais de l'autre côté, je paye plus d'impôts? Là, on va plutôt aller sur bah, de l'assurance vie, par exemple. Enfin, donc, il y a une stratégie à mettre en place et à regarder. À part les impôts, y a-t-il des frais de sortie à payer à l'organisme qui gérait le contrat d'assurance vie? Donc, non, il y a uniquement des frais d'entrée, des frais sur versement. Après, il y a des frais de gestion. Donc ça, c'est la rémunération de l'asset manager. Donc, nos contrats d'assurance vie, la gestion, elle est pilotée par un asset manager qui va s'occuper de gérer votre épargne. Donc, encore une fois, pour rappel, hein, quand vous investissez votre argent, vous allez investir sur un profil prudent, équilibré, dynamique. Et à l'intérieur du profil, on va répartir votre argent sur différents fonds. Donc, on va avoir des fonds peu risqués, ce qu'on appelle les soukouk, l'équivalent des obligations. En gros, un soukouk, c'est je vais investir mon argent dans un projet enfin plutôt, on va avoir un État ou une institution plutôt qui va avoir besoin de lever des fonds pour financer un projet. Donc moi, je vais investir mon argent dans ce projet. Cet argent-là va servir à financer ce projet. Et dès que le projet est en place, eh ben, je vais percevoir des revenus d'exploitation de ce projet. Je vais vous donner un exemple. Demain, je sais pas, on va dire, la Malaisie a besoin de construire un aéroport. Ben, elle va lever des fonds par ce billet-là. Donc, elle va émettre des titres d'investissement sous Cook. Moi, je vais investir mon argent. Mon argent va servir à financer la construction de l'aéroport. Et puis, dès que l'aéroport est construit, eh ben, l'établissement va redistribuer les fruits de l'exploitation de l'aéroport aux épargnants. Et donc, ça permet de pouvoir investir sur les marchés, mais sans prendre trop de risques. Puisqu'aujourd'hui, un sous-cook, il faut avoir en tête que pour que je perde de l'argent, il faut que soit l'émetteur fasse faillite. On parle d'État. Souvent, c'est des États ou des grosses institutions, soit que le projet ne va pas au bout. Encore une fois, on utilise des sous-coups pour financer des projets d'utilité publique. Donc, on est sur des secteurs qui sont, on va dire, le risque, il est limité. Autre chose aussi, là, je vais donner l'exemple d'un investissement sous-cook, d'un titre d'investissement sous-cook. Quand vous investissez dans un fonds, vous allez investir dans plusieurs sous-cooks. Un fonds peut avoir entre 150 et 200
200 sukuk. Donc, voilà. Donc, on va répartir votre argent sur, sur ces différents fonds. Et donc, en fait, l'asset manager, c'est quoi son rôle, son travail? Eh ben, ça va être de répartir l'argent sur les différents fonds. Donc, on a à peu près 4-5 fonds. Donc, on a des fonds sukuk, des fonds actions, et il va répartir l'argent sur les fonds. Donc, en prenant en compte donc, le profil risque. Donc, la personne qui a un profil prudent, ben, on va orienter la majorité de l'épargne sur les sukuk. La personne qui va être sur un profil équilibré, ben là, il y a un jeu. Un jeu de aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus performant? Les fonds en action, eh ben, on va orienter l'épargne sur les fonds en action. Eh ben, hop, les fonds en action sont en train de réduire. Voilà, on désinvestit et on réinvestit sur les sukuk. Donc, il y a ce travail de gestion. Et en plus de ça, il y a aussi ce travail de sélectionner des fonds qui sont conformes à l'éthique musulmane. Donc, aussi, derrière, c'est s'assurer que les fonds sont conformes éthiquement. Le Sharia Board intervient sur le contrôle du contrat d'assurance vie. On a développé, s'assurer qu'ils respectent bien les critères éthiques, mais aussi sur les fonds. Et donc, il y a ce double travail qui est fait, qui permet aussi de pouvoir s'assurer que l'investissement est conforme à l'éthique musulmane pendant toute la durée de l'épargne. Et donc, l'asset manager, il se rémunère sur des frais de gestion annuels. Donc, frais d'entrée, frais sur versement plutôt, on va utiliser la bonne terminologie, frais sur versement et frais de gestion. Et sur les frais de gestion, on est sur 1% de frais de gestion par an. Et les rendements que je vous ai donnés tout à l'heure, c'est bien sûr les rendements. On était aujourd'hui, je vous avais dit, on était à 6% sur le contrat, sur le profil équilibré et 7% pardon, sur le profil équilibré et 12% sur le profil dynamique. C'est des frais nets. C'est des rendements nets de frais de gestion. Donc dessus, on a retiré le travail et la rémunération de l'asset manager. Il est 20h10. Je vais prendre encore une ou deux questions. Après, je vous invite à reprendre rendez-vous et on refera le point ensemble. Donc, alors, adopté par Kafala, notre fils peut-il être le bénéficiaire du PER de l'assurance vie? Vous pouvez mettre qui vous souhaitez sur votre contrat d'assurance vie de plan épargne retraite. Là aussi, on vous accompagnera. Kafala, c'est particulier. Il y a des choses à respecter. Là, ça nécessite un entretien. Mais je crois c'est Madame Hervé. OK. On travaille. Je reviendrai vers vous pour la personne. Je reviendrai vers vous. Mais oui, il y a une particularité. Et donc, pour répondre à la question, on peut mettre qui on veut sur un contrat d'assurance vie. On peut mettre qui on veut. Ou un plan épargne retraite sur la clause bénéficiaire, je peux mettre qui je veux. Je peux mettre une association si je veux. Après, bien sûr, il y a des règles à respecter. On est là pour vous accompagner, mais on n'est pas obligé de mettre son enfant, on va dire son enfant biologique. Pas une obligation. On peut mettre qui on veut. C'est pour ça qu'on peut mettre les parents, on peut mettre les frères, sœurs, cousins, et puis les enfants issus d'une CAFA. Alors, est-il conseillé de miser sur le mode dynamique pour les assurances vie? Est-ce avantageux depuis que vous avez ouvert? En fait, tout va dépendre de votre appétence au risque, de la situation aussi économique, de l'environnement politique, géopolitique. Il y a plusieurs indicateurs qui sont là qui viennent, on va dire, un peu impacter les rendements sur un contrat d'assurance vie, sur un profil. Ça, c'est le travail de l'asset manager. Nous, effectivement, on va essayer de vous orienter, vous dire est-ce que c'est préférable, par exemple, si on part sur un profil équilibré, de faire ce qu'on appelle un arbitrage, c'est-à-dire de changer de profil et d'aller, par exemple, sur un profil dynamique. Est-ce que c'est conseillé parce que c'est intéressant maintenant? Ou l'effet inverse. Là, voilà, potentiellement, si on parle d'actualité, il y a les élections législatives. Déjà, les élections européennes ont eu un impact sur les marchés. Les élections législatives, est-ce qu'elles vont avoir un impact sur les investissements des fonds français? Ça peut être un vrai sujet à voir. Parce que dans tous les cas, il peut y avoir un des extrêmes, donc soit l'extrême droite, soit l'extrême gauche. Et ça va avoir un impact sur les marchés. Donc, est-ce que c'est pertinent de passer d'un dynamique, par exemple, sur un équilibré? Ça, ce travail, on peut le faire. On peut le faire ensemble, en étroite collaboration avec l'asset manager. Donc, on est là aussi, on amène. Donc, après, c'est au cas par cas. Et d'où les rendez-vous, encore une fois, les rendez-vous que vous prenez, les rendez-vous bilan, les rendez-vous points servent à ça. Servent à faire le point sur la situation et voir si c'est pertinent ou pas. Dernière question, et après, je vous rappellerai de manière individuelle pour la partie prise de rendez-vous. Alors, au sujet du démembrement d'une maison, comment.
ça va nécessiter un entretien de manière individuelle. Donc la thésaurisation est haram ou déconseillée. Si on n'est pas concerné par la zakat elle-même, peut-on thésauriser à la maison ou un compte la somme qui n'atteindra jamais le nisab? Comme je vous l'ai dit, la thésaurisation, c'est pas haram, mais c'est déconseillé, c'est fortement déconseillé. Et la zakat elle-même, elle sert à ça, à purifier. Ça sert à purifier. Après, le nisab, c'est un élément qui évolue, hein. C'est indexé sur l'or, c'est 85 grammes d'or. Ça évolue, hein. Donc aujourd'hui, l'or est en hausse, donc le nisab est élevé, mais potentiellement, ça peut aussi, si le cours de l'or baisse, le nisab, il va. Enfin, là aujourd'hui, de mémoire, on est sur un nisab à 4800, 4900 euros. Donc aujourd'hui, toutes les personnes qui ont moins de 5000 euros d'épargne ne sont pas concernées par Zakat el-Mel. Si demain le NISAB descend à 2000 euros, bah, il y aura plus de monde qui va être concerné. Donc ça, c'est évolutif. Mais ayez en tête que c'est déconseillé et qu'il faut. Bah, ça reste un impôt. Voilà, ça reste un impôt et encore une fois, on n'a pas la rétribution qu'on pourrait avoir sur une sadaqa. Et donc, peut-on thésauriser à la maison ou dans un compte épargne la somme qui n'atteindra jamais? Pour thésauriser, bah, le mieux, ça serait d'avoir on va dire l'épargne de précaution. Moi, j'appelle ça l'épargne de précaution, c'est-à-dire l'épargne nécessaire pour anticiper les imprévus, les aléas. Le mieux, c'est d'avoir ça chez soi, c'est dangereux, parce que on n'est pas à l'abri d'un incendie ou d'un vol, d'un cambriolage. Et si on a de l'argent chez soi ou autre, bah, c'est très compliqué de justifier des espèces, surtout quand, voilà, quand comme on a tous une assurance habitation et quand il y a un cambriolage ou quand il y a un incendie, c'est très très compliqué de justifier auprès d'un assureur des espèces parce qu'il n'y a pas de traçabilité. Donc le mieux, c'est d'avoir un compte courant. Ce que je préconise, c'est d'ouvrir un deuxième compte courant. Aujourd'hui, vous avez l'embarras du choix. Vous avez des banques en ligne qui proposent des comptes gratuits, sans frais. Et là, au-dessus, vous pouvez mettre votre épargne de précaution. Voilà, donc barakallahu fikoum pour votre écoute, pour vos questions. Malheureusement, je n'ai pas pu répondre à tout le monde. Il y a des questions qui nécessitent plus de 3 minutes à répondre, donc je n'y ai pas répondu. Moi, ce que je vais vous préconise, c'est donc toutes les personnes qui ont posé des questions auxquelles je n'ai pas répondu, de manière générale, comme je vous l'ai expliqué, je vais vous recontacter. Il y aura donc un replay qui va être transmis et il y aura aussi un mail où vous aurez aussi la possibilité de prendre rendez-vous. Donc, soit par vous-même prendre rendez-vous, comme je vous l'ai dit, ça n'engage en rien, ça vous coûtera rien, c'est gratuit. Ou alors attendre que je vous recontacte et à ce moment-là, on pourra, Inch'Allah, faire un bilan de votre situation. Donc, encore une fois, barakallahu fikum pour le temps que vous m'avez accordé, pour votre écoute, pour votre future confiance. Donc, j'ai vu des noms parmi les participants que je connais. Donc, je vous remercie encore une fois de la confiance que vous nous accordez au quotidien pour les personnes voilà, que j'accompagne et que nous accompagnons aussi. Voilà. Donc, encore une fois, barakallahu fikum pour votre écoute. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.